Bonjour à tous, merci de nous suivre pour cette nouvelle vidéo du Cercle Aristote. Aujourd'hui, nous interrogeons Bruno Viard. Monsieur Viard, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous n'êtes pas tout à fait un inconnu de ceux qui nous suivent depuis longtemps, parce que je me suis assez souvent, référé à des travaux autour de Pierre Leroux, autour d'autres figures de ce type-là. Et je vous ai cité une ou deux fois en référence, donc ceux qui suivent depuis un long moment nos séminaires, vous n'êtes pas tout à fait un inconnu. Et là, nous avons la chance pour la première fois de vous avoir pour parler ensemble d'une anthologie des travaux de Jacques Viard, donc de votre père, paru aux éditions Le Bord de l'eau, Les esprits fraternels, l'héritage du socialisme républicain. Si ça vous oblige juste de nous faire voir la couverture, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et sans plus attendre, avant de passer à l'échange, j'aimerais que vous nous présentiez ce sujet, cette école de pensée, l'intérêt que vous et que votre père y portaient, et ce qu'ils ont, à vos yeux, à nous dire, ces fameux socialistes républicains. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de pain sur la planche. Je vous signalerai déjà, je ne sais pas si certains ont déjà pu consulter Le Monde des livres d'aujourd'hui, qui est en ligne depuis 1 heure, que nous avons eu la chance d'avoir un compte-rendu dans Le Monde des livres, mais qui, à mon goût, est bien rapide et presque, je dirais presque superficiel, et donc, vous me donnez l'occasion d'approfondir le sujet. Alors, j'ai repris en effet tous les travaux de mon père, qui est décédé il y a 6 ans maintenant, et qui a laissé un volume considérable, à mon avis, pas seulement en volume, mais surtout en importance, je veux dire, qualitative. Donc, l'ouvrage est... Je vais peut-être commencer à commenter le titre pour qu'on le comprenne bien. Les esprits fraternels, l'expression appartient à Alfred de Vigny, qui désignait par cette expression tous les grands sages de l'humanité, depuis Bouddha peut-être, mais il n'y a pas de limite, jusqu'à aujourd'hui, qui, en dépit de toutes les querelles et toutes les contestations possibles, restent véritablement des phares, si on veut. Il les appelle les esprits fraternels. Donc, il n'y a pas d'exclusive, même si, bien sûr, il y aura des distinctions à faire. Ça, c'est le titre. Et mon père avait lui-même écrit un article qu'il avait intitulé de cette façon. L'héritage perdu du socialisme républicain, oui, on aurait pu dire l'oubli de, c'était la même chose. L'héritage perdu, eh bien, c'est en effet la matière du livre, parce que nous n'allons pas quand même remonter au déluge, ni parler trop longtemps aujourd'hui de Bouddha, de Socrate, d'Homère, de Jésus-Christ, de Jeanne d'Arc et de tant de si belles personnalités, puisqu'il nous faut quand même nous concentrer et nous focaliser beaucoup sur les années 1830. On va comprendre pourquoi. Mais nous remonterons quand même jusqu'au lendemain de l'affaire Dreyfus. Et toutes ces questions ne sont pas seulement des questions historiques, mais sont des questions pour aujourd'hui. Sans quoi elles intéresseraient l'historiographie, bien sûr, mais elles nous intéresseraient quand même un petit peu moins. Bon, mais avant d'attaquer quand même directement sur les années 1830, pour introduire le sujet lui-même, alors je me fais l'écho des travaux de mon père, je l'ai dit et je ne le répéterai pas à chaque moment, mais en même temps, je suis, si vous voulez, une sorte de filtre qui reformule quelquefois un petit peu les choses à ma manière, en espérant ne pas le trahir. Il me semble nous sommes aujourd'hui, enfin, vous le savez bien, mais permettez-moi de le rappeler, dans une configuration morale et idéologique véritablement étrange, peut-être pas entièrement nouvelle, mais nous voyons chaque jour des pans entiers de notre culture, de nos références morales et idéologiques accoutumées, qui s'effondrent les unes après les autres, comme les glaciers de la banquise, pour utiliser cette image. Pour être un tout petit peu concret, je dirais que les 2 thèmes obsédants aujourd'hui, dès qu'on écoute les médias, sont le patriarcat et ce qu'on appelle de nos jours la blanchéité.
Bon, vous voyez en résumé à quel point ces thèmes sont obsédants tous les jours. Appelons ça la déconstruction, hein, d'un terme facile. Et face à cela, nous voyons naître en France et un peu partout en Europe des mouvements que j'appellerais populistes et qui se cramponnent plutôt sur les acquis sans beaucoup aimer toute cette déconstruction-là. Et je dirais que par-delà les enjeux, par-delà les enjeux économiques tout à fait capitaux et importants que la mondialisation met à l'ordre du jour sans arrêt, il y a car c'est presque une guerre civile culturelle, qui est d'une importance véritablement grande, et c'est plutôt de ça que nous allons traiter, en nous demandant si, je vais utiliser cette expression un peu crue, nous sommes à poil, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous reste justement pour arbitrer ce conflit véritablement inquiétant entre ce que j'ai appelé la déconstruction et le populisme. Voilà un petit peu ma problématique. Et pour la faire mieux comprendre, je dirais que ce qui nous manque, ce dont nous sommes à la recherche, consciemment ou inconsciemment, et ce que peut-être je vais essayer de formuler à travers cette compte-rendu de l'héritage perdu du socialisme républicain, c'est la réponse à la question: sommes-nous complètement démunis une fois que la synthèse catholique, ou si on préfère théologico-catholique, qui a fait l'Europe pendant 2000 ans, on a dit ça un petit peu, c'est quand même beaucoup affaissé, pour ne pas dire écroulé, dans le paysage d'aujourd'hui, en France en particulier. Et depuis que la synthèse marxiste-léniniste s'est écroulée elle aussi, et il n'en reste à peu près rien que des lambeaux. Il me semble que, voilà, je tiens beaucoup à ce terme de synthèse que je vais développer par la suite, mais par ce mot, je veux dire qu'il n'y a pas seulement une religion, dans le cas du catholicisme, ou une économie, dans le cas du marxisme, mais il y a eu dans les deux cas une vision globale et alliée à une pratique ou à une tentative de pratique sociale et sociologique générale. Toutes les deux, je simplifie bien sûr, on pourra apporter toutes les nuances qu'on voudra, toutes les deux se sont quand même largement estompées. Dans ces conditions, que nous reste-t-il, à part évidemment la consommation, les règles du marché, l'individualisme, etc., qui sont à peu près, qui régulent notre vie quotidienne. Je vais à coup de serpe, mais je pense qu'on me comprendra. Eh bien, c'est un petit peu pour arbitrer ce grand débat que je vais vous proposer, d'en revenir, de partir des années 1830. 1830, c'est la Révolution de Juillet, c'est-à-dire que la restauration catholique et monarchiste est balayée au profit d'un régime monarchiste peut-être, mais bourgeois en réalité. Pour le dire brutalement, c'est l'économie politique, ou si vous préférez, l'idéologie du capitalisme qui arrive au pouvoir. Et c'est immédiatement, alors là j'ai étudié les choses moi-même d'assez près, on s'aperçoit qu'une réplique ou une réponse qu'on appellera socialiste apparaît pratiquement du jour au lendemain. Dès l'été, ou en tout cas l'automne 1830, apparaissent les répliques républicaine et socialiste. Alors républicaine, évidemment, ça renvoie à la première République, mais socialiste, c'est quelque chose pratiquement d'inédit et de tout nouveau. Donc c'est allé extrêmement vite. Tout le vocabulaire politique et toutes les idéologies politiques sur lesquelles nous vivons encore, qui sont un peu fanées d'ailleurs, mais quand même qui sont celles sur lesquelles nous vivons encore au XXIe siècle, sont nées à ce moment-là. Bon, certaines datent de la Révolution, c'est entendu, mais pour beaucoup quand même, le grand conflit entre libéralisme et socialisme date des années 1830. Je viens d'expliquer pourquoi le socialisme est la réponse à l'individualisme tout-puissant qui se manifeste dans la société, que nous décrivent un Balzac ou un Stendhal, si vous voulez, mais aussi pratiquement qui arrive au pouvoir à travers des ministères et un État libéral au sens économique, à vrai dire, beaucoup plus que politique, parce que non, ce n'était pas un véritable libéralisme, mais c'est quand même
le libéralisme économique qui arrive au pouvoir. Alors, dans ce contexte, il y a une première date qu'on peut noter, c'est 1825. 1825, donc un peu avant 1830, c'est le moment où Saint-Simon, le comte de Saint-Simon, écrit « Nouveau christianisme ». Je crois que c'est un ouvrage qui est passé pratiquement inaperçu encore aujourd'hui. Qui connaît le Nouveau christianisme de Saint-Simon? Je dirais que c'est pourtant l'acte de naissance du socialisme. Rien moins que ça. Pas question de marxisme à cette époque. Le manifeste du Parti communiste, comme nous le savons, c'est 1848. Nous en sommes très loin. 1825, Nouveau christianisme. Le mot socialisme n'existe pas encore. Il sera forgé par Pierre Leroux, je le dirai après, en 1834, donc 9 années plus tard. Donc le mot n'existe pas, mais peu importe. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est la chose. Et pratiquement, que dit Saint-Simon dans cet ouvrage très court? Il nous dit « La plus belle religion que nous ayons en Europe, et même pratiquement la seule, c'est le christianisme. Sauf que, comme on dit aujourd'hui, ce christianisme a fait fausse route. Il est monté à la verticale dans les étoiles, du côté d'un ciel imaginaire, et ce que nous avons à faire, nous autres maintenant, à l'époque industrielle que nous vivons, c'est de rabattre, de recourber vers la terre les notions de fraternité, d'amour et d'égalité prêchées par le Christ dans son évangile. Voilà le programme que Saint-Simon assigne au socialisme, sans le mot. Il est mort après avoir écrit ce texte. Et ce sont donc ses disciples qui ont créé une école, une église, comme il disait, extrêmement active, influente, une secte, si vous voulez, très limitée en un sens, mais qui a quand même été la matrice de bien des choses, à partir de laquelle il va y avoir cette floraison de socialisme très divers, et notamment de ce que j'appelle donc une expression qui n'est pas tellement commune, mais qui résume bien la chose, le socialisme républicain. Alors là, ça demande explication parce que Saint-Simon n'était pas du tout républicain. Il expliquait au contraire que les républicains, ils pensaient aux années, bien sûr, 1792 et suivantes, et étaient soit des terroristes, et lui était complètement pacifiste, soit des bavards, et ce n'est pas ça qu'il interprète. Ce qu'il voulait, c'était une organisation de la société. Attention, je ne parle moins de Saint-Simon maintenant que de ses disciples. Il y aurait, si on voulait être minutieux, il faudrait y regarder de plus près. Ses disciples emmenés par Enfantin et Bazard, et beaucoup d'autres. Enfin, Bazard et Enfantin, avec leur nom assez pittoresque, ont, si vous voulez, commencé à mettre en place ce qu'on peut appeler l'organisation du travail. Voilà, c'est une expression dont ils sont les auteurs. Ils analysent la lutte des classes, fort bien d'ailleurs, 15 ans avant Marx ou 20 ans avant Marx, l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est eux qui ont inventé toutes ces belles formules, la critique de l'économie politique, et face à tout cela, il faut organiser le travail. Pierre Leroux, dont je vais parler maintenant, est passé par là et a été leur disciple, a été non pas un disciple, mais un membre actif, un militant de cette organisation saint-simonienne. Il a claqué la porte au bout d'une année. Il n'y a passé qu'une année, il y a beaucoup appris, mais il a claqué la porte sur la question de la liberté. Et ce qui manquait à la doctrine des Saint-Simoniens, enfin, c'était la liberté. Et je cherche comment dire la chose, mais le plus simple est de dire qu'en ranimant la devise républicaine, qui était complètement oubliée à cette époque-là, liberté, égalité, fraternité, elle était oubliée parce que la terreur avait laissé un souvenir complètement terrible, et qu'en plus, pendant les 15 années, et puis Napoléon ne s'en souciait pas, et pendant les 15 années de la Restauration, on n'entendait plus parler de tout ça. Donc elle était morte et enterrée, cette devise républicaine. Il revient à Pierre Leroux en 1834, dans un texte dont je vais parler, de l'individualisme et du socialisme, d'avoir dit, nos pères avaient mis sur leur drapeau, c'était en 1794, liberté, égalité, fraternité, que cette devise soit encore la nôtre. Et je n'exagère pas beaucoup en disant que c'est à partir de là que cette devise en 1848, donc 14 années plus tard,
a, comme nous le savons, été inscrite le 24 février sur le drapeau tricolore. Mais ce qui manquait, aux yeux de Leroux en tout cas, au saint-simonisme, c'était l'idée libérale, ou si vous voulez, l'idée républicaine. Non pas l'idée d'un libéralisme débridé, absolument pas, parce qu'il y a l'égalité tout de suite, après liberté. Mais liberté, égalité, c'est si vous voulez tout un programme politique. C'est un équilibre entre l'égalité, qui était en effet le souci des Saint-Simoniens, la liberté qui manquait. Et la fraternité viendra faire la synthèse entre les deux. Bon, je vais encore développer un petit peu ça. Mais ce que je veux dire pour le moment, c'est que le socialisme républicain tel qu'il est entendu par Leroux est une synthèse, je vais employer ce mot à plusieurs reprises dans différentes significations, mais pour l'instant une synthèse entre l'organisation du travail, absolument nécessaire, parce que c'était le grand n'importe quoi. Vous connaissez bien la condition ouvrière, mais une sorte, il n'y avait pas que les ouvriers qui souffraient, une société extrêmement dure. Je vous renvoie à Balzac, qui a parfaitement décrit tout ça, et tous les grands romanciers de l'époque, et tous les poètes, tout le monde est d'accord là-dessus. Je suis professeur de littérature au début, c'est pour ça que j'aime bien citer les poètes et les romanciers. Mais idée suivante, alors très très importante, à laquelle je suis très attaché, et que mon père Jacques, moi c'est Bruno, mais c'est de Jacques que vienne une partie. Enfin, je me suis beaucoup réinvesti dans l'étude de Pierre Leroux. Je peux dire que j'en ai même fait une anthologie, donc je l'ai dépouillé à 100%. Mais une grande partie des idées que je développe viennent aussi de mon père. Je ne vais pas faire le détail à chaque fois. Donc, une chose sur laquelle mon père a beaucoup insisté, c'est que quand on dit Pierre Leroux, on commet presque une inexactitude, dans la mesure où le socialisme républicain n'est pas né de la cervelle féconde d'un intellectuel, peut-être universitaire ou pas universitaire, qui aurait pondu une bulle plus ou moins magique et scientifique qui allait résoudre tous les problèmes des hommes ici-bas. Non, le mouvement dont je veux parler est justement un mouvement, c'est-à-dire que dès les lendemains de 1830, on voit apparaître spontanément dans la société française. Alors en Angleterre, ça avait un peu précédé, parce que, comme nous savons, la révolution industrielle a été plus précoce en Angleterre et les mêmes causes produisent plus ou moins les mêmes effets. Donc, on a vu apparaître des mouvements associatifs par corporation ou par profession, extrêmement nombreux, qui étaient très modestes au début, mais qui étaient tout simplement des moyens de survie que des prolétaires, comme les Saint-Simoniens disaient déjà, mettaient en place tout simplement pour survivre et pour se défendre lorsque les conditions de travail laissaient sur le tapis, sur le carreau, des chômeurs, des malades, des vieux. Donc il s'agissait tout simplement de créer des mutuelles, des associations. C'était un petit peu les premières formes d'une sécurité sociale, mais qui n'était pas organisée par l'État, mais qui spontanément organisée par la base. Deuxièmement, il y a pendant toute cette période de la monarchie de Juillet, qui va donc durer de 1830 jusqu'en 1848, nouvelle révolution républicaine cette fois, pendant ces 18 années, il y a aussi une efflorescence extraordinaire de périodiques, plus ou moins clandestins, enfin non pas clandestins, non, ils étaient obligés justement de montrer patte blanche, mais ils étaient soumis à la censure. Mais quand même une efflorescence de presse qui développe ce genre d'idées et d'autres idées plus structurées. Donc des journaux ou des périodiques très nombreux, avec des centaines de rédacteurs et des dizaines de milliers de lecteurs. D'autant que ces journaux, on se les passait et un abonné les faisait souvent lire à beaucoup de monde. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un intellectuel hegelien ou pas hegelien, vous voyez à qui je veux renvoyer évidemment, un certain Karl Marx bien sûr, qui tout d'un coup aurait imaginé que les étapes de la raison à travers l'histoire devaient aboutir scientifiquement et fatalement au communisme
à toute cette histoire dont nous connaissons les étapes et on peut bien dire la fin déplorable. Donc nous ne sommes pas du tout dans un intellectualisme, mais dans... je vais quand même expliquer que Leroux était un cerveau, hein, ça, il ne faut pas le lui enlever. Mais il y a un soubassement, à la fois historique, parce qu'on renvoie aux Lumières, à la Révolution, en particulier à Robespierre, pas le guillotineur, attention, hein, mais le Robespierre de la Déclaration des droits de 1793, qui a signé à la société la responsabilité de donner les moyens de vie et de survie à tout le monde. Débrouillez-vous comme vous voudrez, mais il faut au moins que les membres d'une nation aient tous de quoi survivre. C'est l'acte 21, l'article 21, je veux dire, de la Déclaration de 1793. Donc, notre socialisme républicain a trouvé encore une fois en Pierre Leroux son meilleur interprète, parce que Leroux est l'auteur d'articles et d'ouvrages nombreux, mais encore une fois, en s'enracinant dans une histoire et dans une pratique sociale et éditoriale importante. Voilà, je ne peux pas donner trop de détails parce que ça nous entraînerait trop loin, mais c'est un point tout à fait important. Alors, j'ai cité 1825 tout à l'heure, le texte de Saint-Simon, Nouveau christianisme. Un autre texte tout aussi inconnu, mais tout aussi capital, sinon plus encore, le texte de Saint-Simon, j'y insiste, enraciner, je vais beaucoup parler de racines, hein, enraciner le socialisme dans 2000 ans de christianisme, au lieu de commencer à dire on déblaye tout et on repart du ground zéro. C'est une démarche tout à fait différente. Bien. Alors, l'autre date dont je veux parler et l'autre texte, c'est 1834, un texte donc de Leroux qui s'appelle De l'individualisme et du socialisme, et dont le titre est à lui seul tout un programme. D'abord, on y voit pour la première fois dans la langue française le mot socialisme. C'est quand même un événement. Alors, on pourra toujours chipoter et en trouver des traces avant, c'est vrai. Mais à ce niveau de conceptualisation, je vous garantis que c'est vraiment la même chose, la première fois. Et deuxièmement, vous voyez bien, même sans avoir ouvert ce livre, qui n'est pas gros d'ailleurs, qu'il y a un équilibre entre deux balances, l'individualisme et le socialisme, qui sont d'une certaine façon renvoyés dos à dos, c'est-à-dire l'individualisme, c'est abominable, et le socialisme, entendez le totalitarisme, idem. Mais les choses sont beaucoup plus riches et complexes. En réalité, l'individualisme, ça a une face indispensable et précieuse, c'est quand même la liberté de la personne singulière, la défense de la liberté, c'est évidemment essentiel, on ne peut pas en faire l'économie. Quant au totalitarisme, c'est très vilain, nous sommes tous d'accord là-dessus, mais on ne va pas pour autant faire l'économie du principe de société qui demande que les hommes fassent société. C'est un besoin absolument élémentaire, sans raison, on peut en parler si on veut, mais je crois que tout le monde aura compris. Donc nous sommes devant une équation qui consiste à dire qu'il y a deux termes, deux plateaux de la balance, et c'est pas commode à arranger parce qu'en plus ils sont, c'est une expression de Leroux, comme deux pistolets chargés l'un face à l'autre. On voit bien que la liberté ne cesse de vouloir grignoter la part de l'égalité, et réciproquement que l'égalité, si on la laisse faire, va se transformer en un lit de Procuste qui tronçonne tout ce qui dépasse et qui étire tout ce qui est trop court pour mettre tout le monde aux normes, au calibre. Donc tout le problème politique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de politique scientifique, cette blague, tout le problème politique, c'est d'harmoniser tant bien que mal, il n'y a pas de recette, deux pulsions ou deux motifs à la fois précieux mais conflictuels qui s'appellent la liberté et l'égalité. Et vous comprenez pourquoi la devise républicaine, telle que l'interprète Leroux, devient pas un vague slogan pour mettre sur la porte des écoles, mais tout un programme politique. Un programme politique qui pose la solution, qui pose la question, je veux dire. C'est déjà bien de poser la bonne question, même s'il est entendu qu'il n'y a pas de réponse. Il faut bien se mettre dans la tête qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Et que la réponse, c'est le cas dans nos relations avec nos amis, dans notre vie de famille, dans notre vie professionnelle, dans notre vie nationale. C'est à nous de trouver comment
gérer comment trouver cet équilibre. Bon, voilà une nouvelle idée mise en place. Je continuerai maintenant peut-être en faisant un petit bond jusqu'en 1848, parce que nous étions en 1834 avec le texte de Leroux, 1848. Alors évidemment, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces années-là. Les associations ouvrières dont j'ai parlé se sont beaucoup développées. Les réflexions dans ces journaux, Leroux a beaucoup écrit d'ailleurs dans des périodiques dont il était l'initiateur ou le directeur, comme le journal Le Globe. Ça, c'était sous la Restauration. Ou bien la revue encyclopédique, et puis la revue indépendante, et puis la revue sociale. Bon, enfin, ça n'a pas d'importance. Donc, beaucoup de réflexions. Bon, et puis, on en arrive au 24 février 1948, c'est la Seconde République. Et, comme vous savez, dans cette Seconde République, il y a d'abord un printemps qui est une efflorescence, c'est un peu une sorte de mai 68, mais bien différent quand même. Et puis ça s'est terminé par un drame épouvantable, les barricades de juin, d'autant plus épouvantable que c'est une guerre doublement civile, non seulement parce que c'est une guerre franco-française, mais c'est une guerre, on pourrait dire, à l'intérieur des républicains. C'est le camp républicain qui se fusille et qui se mitraille à coups de canon. En résumé, c'est les modérés, embourgeoisés, qui vont tirer à coups de canon sur les rouges, en simplifiant beaucoup. C'est le drame de juin 1948, et on relève entre 5 000 et 10 000 morts sur le pavé de Paris, donc vous voyez la proportion du désastre, et puis des déportations effroyables à Belle-Île. Bon, et tout ça n'est qu'une... Et ça va recommencer 3 ans plus tard, en 1851, lorsque le futur Napoléon III mettra tout le monde d'accord avec un nouveau coup d'État dans des conditions tout aussi terribles. Donc le républicanisme français va être complètement mis à genoux par juin 1948 et 1851. Mais revenons un moment sur le printemps 1948, qui est, si vous voulez, le moment de gloire de notre socialisme républicain, en particulier au sein de la Commission du Luxembourg, qui est dirigée par Louis Blanc, qui est quelqu'un de très bien, qui est un ami de Pierre Leroux, qui est lui-même membre de cette commission de Luxembourg, et ils sont tous les deux élus du peuple. Enfin, à vrai dire, je n'en suis pas certain en ce qui concerne Louis Blanc, mais Pierre Leroux a été élu, était député, et a donc siégé, et s'est fait connaître devant l'Assemblée avant et après le drame de juin. Or, cette commission du Luxembourg, je vais le dire en résumé, a entrepris une œuvre qui a été un échec, j'ai dit pourquoi, mais qui mérite d'être saluée parce que c'est pratiquement la naissance de ce que nous appelons aujourd'hui la sécurité sociale et la législation du travail, ce qui n'est quand même pas rien. C'est notre État-providence, tout cela s'est mis en place progressivement. Bon, il y a eu bien sûr 1936 et 1945, les grandes lois de la libération. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après 1848 et ce double échec sanglant que j'ai rappelé? Il s'est passé, bien entendu, Napoléon III et le Second Empire, mais aussi un changement de pied, comme diraient peut-être des athlètes ou des sauteurs en matière de socialisme et de communisme, c'est-à-dire il est arrivé les 2 internationales du travail. En 1864, si je ne me trompe pas, et en 1889, les partis socialistes de l'Europe entière, cette fois, nous changeons d'échelle, se réunissent à Londres, et je ne sais pas si c'est 2 fois à Londres ou ailleurs, et il y a des débats idéologiques extrêmement tendus entre les socialistes républicains dont j'ai parlé et un nouveau venu qui s'appelle le marxisme, un nouveau venu depuis 1848 et qui a fait des petits, qui s'est développé en France très peu, il faut dire, mais en Angleterre, en Allemagne et dans d'autres pays. Et au cours des 2 premières internationales du travail, la 3e, ce sera quand Lénine prendra le pouvoir. Pour l'instant, nous nous intéressons qu'aux 2 premières, donc des débats idéologiques très tendus
au terme desquels, surtout au moment de la deuxième internationale, c'est le marxisme qui va l'emporter. C'est-à-dire que tous les partis socialistes ou communistes d'Europe seront marxistes et bientôt marxistes-léninistes. À vrai dire, j'ai omis de parler de l'anarchisme, parce qu'il y a aussi Proudhon. Et Proudhon a eu des successeurs comme Bakounine ou Kropotkin. Et au cours de ces deux internationales, ces anarchistes, qui vont être éliminés eux aussi, mais ont fait beaucoup de résistance face au marxisme. L'anarchisme, que je connais moins bien que le socialisme républicain, et surtout, si je ne me trompe pas, une pratique associative et coopérative. L'anarchie, ce n'est pas du tout la pagaille, hein, comme on pourrait croire. C'est la défiance vis-à-vis des institutions étatiques ou papistes, quelles qu'elles soient, et organisons-nous nous-mêmes en pratique associative. Bon, j'espère ne pas trop fausser les choses en les résumant de cette façon. Alors, je dirais que le socialisme républicain dont je parle est un petit peu, si on veut essayer de s'exprimer par des schémas, une sorte d'intermédiaire entre l'étatisme de type saint-simonien ou marxiste, puisque je les ai rapprochés, n'est-ce pas, et l'anarchisme, qui ne veut pas entendre parler d'État. Pierre Leroux, lui, a écrit des textes très, très, très éloquents là-dessus, en disant qu'on ne pouvait pas se passer de l'État, il ne fallait pas rêver, il y a un tas de choses que seul l'État peut organiser, y compris d'ailleurs les associations qui ont besoin qu'on les laisse respirer, qu'on leur donne un espace où elles puissent se développer. On ne peut pas se passer de l'État, mais attention, on ne fera pas l'économie de la liberté. Et l'économie de la liberté, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle justement des associations, laissez-les se développer à leur façon, que ce soit des associations de production, de coopératives ou de tout ce que vous voudrez. Donc on est dans une recherche d'équilibre, et d'ailleurs ma ligne de pensée, et celle de Leroux, mais aussi de ses successeurs dont je vais parler, est toujours dans cette recherche d'équilibre, c'est pourquoi je parle de synthèse. Donc, l'étape suivante de la chronologie que j'essaye de mettre en place, c'est sans doute l'affaire Dreyfus. Donc là, nous faisons un bond très important. Nous avons évoqué la Troisième République. Nous sommes maintenant au début, j'ai évoqué le Second Empire, c'est-à-dire Napoléon III. Maintenant, nous sommes après 1870, c'est-à-dire au moment de la Troisième République. Et surtout au moment où la Troisième République devient véritablement républicaine. Parce que si on entrait un peu plus dans l'histoire, on verrait qu'au début, elle ne l'était pas tant que ça, même très peu. Mais à partir de l'affaire Dreyfus, je peux dire qu'il y a tout un courant dreyfusard, mais pas seulement dreyfusard, mais aussi républicain, qui renaît, qui refleurit sur les bases, disons, morales et culturelles que j'ai évoquées jusqu'à maintenant. Je crois que les deux noms principaux de cette histoire sont celui de Charles Péguy et de Jaurès. Alors, c'est une très belle et tragique histoire que l'amitié de Péguy et de Jaurès, mais bon, quand on dépouille un peu le corpus de leurs œuvres, on s'aperçoit que ce sont deux républicains socialistes convaincus et qu'ils puisent les racines de leurs convictions et de leur militantisme à la fois chez les socialistes français que j'ai évoqués, il y a beaucoup d'autres noms propres, bien sûr, que ceux que j'ai prononcés, et dans la tradition républicaine. Donc, nous sommes dans un socialisme à la française, mais il ne s'agit pas d'être français plutôt qu'allemand, la question n'est pas là, mais dans un socialisme républicain et démocratique, si vous voulez, plutôt qu'autocratique et scientifique, avec toute la bêtise que peut accompagner la conviction scientifique lorsqu'on sort des mathématiques ou de la chimie. Zola prétendait faire un roman scientifique, c'est utopie, et un socialisme scientifique, ça ne vaut rien de plus. Donc nous sommes là dans un autre courant. Il se trouve qu'il est français.
Bon, tant mieux, mais ce n'est pas ce label qui suffit à garantir la qualité. La qualité, elle vient d'autre part, et notamment de cette prise en compte de la liberté et de cette problématisation de la question de savoir comment on équilibre les choses. Alors, c'est une amitié à la fois très belle et très tragique que celle de Péguy et Jaurès. On pourrait en faire véritablement une œuvre dramatique, puisque nous savons bien que Jaurès a été assassiné la veille de la guerre en raison de son pacifisme, et que Péguy s'est pris une balle dans le front le premier jour de la guerre, c'est-à-dire le surlendemain, je crois, pour la raison inverse. S'il a pris une balle, c'est parce qu'il est allé à la guerre, et Dieu sait s'il l'a voulu, cette guerre, et s'il a dit, un peu comme De Gaulle, si vous voulez, avec les accents de De Gaulle en 1940, résistons au pan-germanisme. C'est une expression qu'on utilisait quelquefois. Donc, vous voyez que ces deux amis qui se connaissaient intimement et qui avaient un corpus commun de références, et tout ce que vous voudrez, sont morts dramatiquement presque le même jour pour des raisons opposées. Et en effet, ils se sont combattus de façon terrible sur ces questions de la guerre. Enfin, fallait-il la faire ou ne pas la faire? Mais il y a une deuxième raison à leur querelle qui a été effroyable, aussi effroyable que celle de Leroux et de Hugo, dont je ne vais peut-être pas avoir le temps de parler aujourd'hui, mais c'est un même genre d'histoire de grande amitié qui finit mal. La deuxième raison de la guerre entre Péguy et Jaurès, c'est justement le marxisme. Parce que Péguy a beaucoup reproché, à partir de 1905, a beaucoup reproché à Jaurès, non seulement d'être devenu bavard, mais surtout de s'être laissé attirer par les sirènes marxistes et d'avoir, dans une certaine mesure, trahi le socialisme à la française. Alors, si vous voulez, je vais développer encore une ou deux idées, et pour vous laisser le temps de faire des remarques ou des questions. Je vais développer l'idée suivante qui me paraît vraiment importante. J'ai parlé de vue synthétique. Voilà, en disant, chacun appréciera comme il souhaitera cette opinion, que le catholicisme n'est plus ce qu'il était, souvent, surtout avant la Révolution, ça crève les yeux, et le marxisme et le léninisme non plus. Avons-nous autre chose de rechange? Avons-nous une autre, le mot idéologie ne me plaît pas beaucoup, mais enfin, le problème c'est qu'il est commode, une autre idéologie synthétique, c'est surtout le mot synthèse qui m'intéresse. Je prétends que non, et que, ou plutôt que nous en avons une, mais qu'elle est fort négligée et oubliée. Et je ne sais pas si l'article du Monde que j'ai cité suffira à lui redonner une impulsion, mais peut-être la vidéo que nous faisons maintenant va y aider après mon livre. Donc, synthèse, alors surtout au sens politique. J'ai montré comment nous étions dans un équilibre entre la liberté et le principe de société. C'est justement ainsi que s'exprime Leroux dans son texte de l'individualisme et du socialisme. Il dit, voilà, il y a deux pôles. Et il ne le dit pas comme ça, mais somme toute, la vérité n'aura pas la forme d'une cible avec un point au centre. La vérité, c'est plutôt une ellipse avec deux foyers. Voilà, très, très important ça. Ça, c'est au plan politique. Mais les choses vont plus loin et je vais parler de synthèse au plan anthropologique. Je suis personnellement très, très influencé et admiratif d'un livre de Marcel Mauss qui date de 1924, « L'essai sur le don ». Marcel Mauss, qui était d'ailleurs un ami de Jaurès, donc nous ne sortons pas du milieu dont je parle, mais dans l'essai sur le don, ce que Mauss montre, c'est que aucune amitié, aucune alliance, aucune relation pacifique avec qui que ce soit, à quelque échelle que ce soit, ne peut se produire en dehors d'une navette de dons et de contre-dons, de procédés, de bons procédés que l'on se fait alternativement dans un sens et dans l'autre, de dons que l'on accomplit et de dons que l'on reçoit. C'est très simple, vous voyez. Donc, ce qui est important chez Marcel Mauss, 1824, essai sur le don, c'est l'équilibre de l'intérêt et de la générosité. Parce qu'on donne et on reçoit selon une navette sans fin, mais
Quand on donne, on fait preuve de générosité, et quand on reçoit, c'est mon intérêt qui est satisfait. Et on arrive de cette façon-là, c'est ce qui se passe dans toutes les camaraderies, amitiés, amour, quand ça marche bien, attention, hein, parce que ça peut toujours dégénérer. Mais on arrive, montre Mauss, à faire la synthèse, justement, de ces deux pistolets chargés l'un contre l'autre dont nous parlions tout à l'heure. Et Marcel Mauss n'a rien inventé, hein, ce n'est pas un intello du tout. Tout ce qu'il a fait, c'est de dépouiller de façon aussi exhaustive qu'il l'a pu la littérature ethnographique de son époque. Eh bien, on trouve des considérations très semblables chez Pierre Leroux, qui n'est pas simplement un militant politique qui s'est improvisé sur le tarmac, comme je l'ai un petit peu montré, mais qui est quand même, tout autodidacte qu'il fut, un autodidacte quand même qui avait fait de sacrées sérieuses études dans les lycées de l'Empire, et à la direction d'un certain nombre de revues. Mais ce n'est pas du tout un universitaire. Donc, il a cette réflexion anthropologique, alors un siècle avant Marcel Mauss. Vous pouvez, il faudrait. Alors, j'ai réalisé aussi une anthologie de l'œuvre de Leroux. C'est important de le signaler parce qu'elle va être rééditée au même éditeur que Les Esprits fraternels, c'est-à-dire Le Bord de l'eau, dans 15 jours ou 3 semaines, pour ceux qui voudraient aller y voir de plus près ou qui ne me croiraient pas sur parole. Vous y verriez que Leroux, lui aussi, a dit le sacrifice, le dévouement, c'est très bien. C'est une passion humaine, une passion, mais une seule. Et fonder tout un plan de vie sur le sacrifice et le dévouement, ça ne marche pas. Et à fortiori, fonder toute une société sur le sacrifice, ça ne va jamais marcher. En disant cela, il adresse une critique bienveillante, mais ferme quand même, au christianisme et idem au saint-simonisme, qui était le marxisme de l'époque, si vous voulez. En disant, vous faites fausse route. Si vous croyez que ça va marcher, demandez à tout le monde de donner. Je reprends les termes de Marcel Mauss. Il faut sans arrêt avoir cet équilibre, peut-être un petit peu chaotique, mais absolument vital. C'est comme la respiration. On inspire et on expire, on inspire. Ça ne peut pas fonctionner dans un seul sens. Voilà, je ne développe pas, mais je veux signaler que, synthétique au plan politique, la pensée dont je me fais l'interprète est aussi synthétique au plan anthropologique. Et c'est évidemment capital, parce que si on construit un magnifique château sur du sable, on comprend trop ce qui va se produire. Sur du sable, je veux dire sur des bases anthropologiques, imaginaires, en commençant à dire que l'homme n'a pas de nature, des choses comme ça. Remarquez, je serais assez porté à le croire, l'homme n'a pas de nature, mais par contre, il y a une nature des choses dès que l'homme entre en société, en relation avec son semblable. Là, attention, on ne peut pas construire n'importe comment sur n'importe quelle base. Ça, c'est la synthèse anthropologique. Mon dernier terme, et puis je m'arrêterai, sera de dire que cette synthèse a aussi une portée métaphysique. Alors là, attention, parce que c'est un gros mot, c'est un métaphysique. En effet, Leroux lui a combattu très tôt la synthèse catholique, et c'est ce que l'auteur du Monde n'a pas compris, quand il a dit qu'il y avait un côté spirituel dans le socialisme de Leroux. Spirituel, on a l'impression qu'on tout d'un coup on part à la verticale, mais vous avez bien vu ce que disait Saint-Simon en 1825, rabattre l'évangile sur la terre. Mais Leroux est dans cette posture, et il nous dit donc le christianisme a fait fausse route avec son enfer et son paradis dans les nuages, etc. Tout ça, c'est des blagues. Non. Nous restons dans l'immanence. Dans l'immanence, donc l'évangile, bravo, très bien, mais c'est sur la terre que les choses sérieuses se passent et pas ailleurs. Autant pour Platon, et la division du monde en deux cités, la cité terrestre et l'homme, le corps et l'âme, ou la cité terrestre et la cité céleste, pour parler comme saint Augustin. Donc nous ne serons pas augustiniens, ni catholiques tels que la majorité des catholiques l'entendaient longtemps. Aujourd'hui, tout ça est un peu oublié. J'ai très bien conscience que nous sommes, après Vatican II, nous avons changé de siècle et même de millénaire. Ce n'est pas du tout l'Église catholique de l'époque. En tout cas, la synthèse de Leroux, je la qualifie de métaphysique parce que
après ce refus du dualisme, nous sommes donc dans une problématique qu'on peut dire moniste, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul monde et la personne humaine est une. Et la question de la survie de l'humanité, c'est-à-dire la question de la mort, finalement, la question de la mort et de notre éventuelle survie, est une question importante qui nous parle tous, mais qui n'est pas à traiter avec la métaphysique dualiste catholique ou platonicienne, mais en disant que les générations s'engendrent les unes les autres, qu'il existe une solidarité des générations et que notre survie est à chercher dans nos descendants et dans les générations suivantes. Ça, c'est une idée qui obsède énormément Leroux, qu'on retrouvera chez Péguy, et qui a de multiples conséquences. Non seulement des conséquences psychologiques intimes, de savoir que notre vie se perpétue à travers nos enfants, ou si nous n'en avons pas, nos héritiers culturels, religieux, nationaux, ce que nous voudrons, mais aussi une importance à l'échelle des peuples. Parce que, alors ça, c'est surtout Péguy qui a très bien dit ça. La liberté, on a déjà parlé de la liberté, mais Péguy définit la nation comme la liberté d'un peuple, à l'échelle d'un peuple. L'idée de liberté, si on veut la placer, non plus à l'échelle individuelle, mais à l'échelle d'un peuple, ça s'appelle la nation. Alors, il y a nation et nation, bien sûr, c'est un mot qui peut contenir bien des produits, mais enfin, une identité nationale, peut-être ce mot sera plus clair, est quelque chose d'aussi vital que la liberté comme principe individuel. Or, il est évident que dans les nations, il y a une composante religieuse absolument essentielle. Alors peut-être pas, bien entendu, aujourd'hui, où j'ai commencé à dire justement que les choses avaient beaucoup changé. Mais pendant 99% de l'histoire de l'humanité, c'est la religion qui, évidemment, peut-être pas elle toute seule, mais elle principalement, qui organisait la vie commune. Et tant de conflits encore dans les décompositions de l'Empire turc, par exemple, depuis 2 siècles, c'est des conflits nationaux qui sont en même temps des conflits ethniques, des conflits religieux, tout ça est absolument embrouillé et on ne peut pas en faire l'économie. Et là encore, on est dans une pensée de la complexité, parce que le nationalisme est à la fois la meilleure et la pire des choses. C'est ça qu'il faut arriver à penser. Je n'ai pas besoin de faire un dessin pour expliquer pourquoi le nationalisme est la pire des choses. J'ai parlé des guerres de Yougoslavie ou des Balkans ou du monde entier, des guerres ethniques de nation à nation. C'est évidemment terrible. Ce sont des engrenages à la René Girard dont on ne se sort pas, qui sont complètement funestes et dont on ne voit absolument pas l'intérêt. Ça a donné aussi l'antisémitisme épouvantable de la France au XIXe siècle et au XXe siècle, qui est sans doute un des péchés originels de l'idéologie française. Bernard-Henri Lévy a beaucoup exagéré, mais il a raison quand même. Bon, ça c'est une chose, le procès du nationalisme, mais ce n'est pas parce qu'on fait le procès du nationalisme qu'on peut faire l'économie de ce qu'il y a de précieux dans la façon dont les gens vivent ensemble, que ce soit à Cucuron, le village que je fréquente beaucoup dans mes loisirs du Luberon, ou dans n'importe quelle région de France ou d'ailleurs, où les gens ont leur façon d'être ensemble et ils veulent quand même qu'on leur fiche un peu la paix et qu'on leur laisse continuer à vivre comme ils ont toujours vécu. Donc cette idée de liberté, alors nous avons le mot nation, peut-être il faudrait en trouver un autre. Il y a des questions de vocabulaire qui sont terriblement trompeuses et dangereuses, parce que ce mot nation peut signifier le pire et le meilleur. Mais en tout cas, on n'ira pas dire que la religion est l'opium du peuple, que les prolétaires n'ont pas de patrie et qu'il n'y a pas de nature humaine et que donc la pâte humaine est une cire, comme le disait Montaigne, qu'on peut ployable et manipulable à merci. Non, on ne dira pas ça. Il y a des entités qu'il faut respecter, même s'il est indispensable de tracer des garde-fous. Voilà, je vais peut-être m'arrêter en disant que, sur ces mots, en disant que là, nous sommes dans une problématique qui n'est pas, vous voyez, économique et sociale seulement,
qu'il l'est beaucoup, mais pas seulement, parce que et c'est important, parce que face aux défis considérables d'aujourd'hui, je mets le défi écologique en tête, eh bien, il est évident qu'on ne fera rien sans une mobilisation des volontés, et j'ajouterai des cœurs, et que pour ça, il y a une dimension culturelle, pour utiliser ce mot passe-partout, qui me paraît incontournable et dans laquelle notre socialisme républicain me semble avoir une carte, non seulement une carte à jouer, mais peut-être la carte maîtresse. Merci beaucoup. Alors, moi, il y a une remarque qui m'apparaît évidente, qui va, à mon avis, apparaître évidente à tous nos spectateurs. Aujourd'hui, alors, on peut gloser ad vidam sur le hold-up idéologique que la gauche a fait ou n'a pas fait sur le terme socialiste. Il y a beaucoup d'auteurs qui s'étripent là-dessus, dans la lignée de Michéa ou d'autres. C'est un autre débat. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est tout le passage sur l'anthropologie que vous avez détaillé. C'est-à-dire que ces auteurs socialisants ont été des gens qui prenaient la problématique anthropologique en compte et qui entendaient, disons, être dans une volonté de renforcement de l'homme et de son potentiel, de défense de l'homme et de son potentiel. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont, disons, la place politique qui était la leur à l'époque, et c'est pour ça d'ailleurs que ça va être peut-être compliqué de faire réémerger ce socialisme républicain, c'est que les gens qui, là encore, est-ce qu'ils sont réellement socialistes, est-ce qu'ils ont dérobé le mot, ça j'entre pas là-dedans nécessairement, mais les gens qui se revendiquent du socialisme, disons, postmoderne d'aujourd'hui, sont des gens qui entendent fragiliser l'anthropologie. Vous l'avez dit vous-même au tout début. Aujourd'hui, c'est une sorte de déconstruction permanente. Donc, est-ce que d'un côté, je vais être provocateur à dessein, est-ce que l'un des principaux obstacles, à la réémergence d'un socialisme républicain, est-ce que c'est pas la gauche postmoderne ? Oui, est-ce que je comprends très bien la question ? Je crois qu'au point où nous en sommes, les mots, on ne sait plus ce qu'ils veulent dire, ou s'ils veulent dire encore quelque chose, ça ne correspond plus aux réalités d'aujourd'hui. La gauche est en miettes. Est-ce qu'elle est marxiste ou pas ? C'est impossible à dire. Elle l'est formellement, puisque l'Allemagne a fait son congrès, le Parti socialiste allemand a fait son congrès de Bad Godesberg. Autant que je sache, le Parti socialiste français et le Parti communiste, a fortiori, ne l'ont pas fait. Bad Godesberg, c'était le moment où on a dit le marxisme n'est plus notre référence principale et obligée. Bon, mais pour autant, nous voyons bien que plus personne ne parle ni de barricade, ni de révolution, ni de dictature de prolétariat, de nationalisation générale. Ce n'est plus absolument à l'ordre du jour. Donc, vous voyez, les étiquettes, c'est comme l'Église catholique qui ne parle plus de l'enfer et du paradis, mais qui ne dit pas qu'elle ne le fait plus. Donc, on est dans un tel brouillard que... Voilà. Alors, vous disiez base anthropologique. Je vais essayer de ramasser la question. Est-ce que aujourd'hui, parce que c'est une des tendances politiques majeures, est-ce que le principal problème que pourrait avoir la réémergence d'un socialisme républicain, ce n'est pas la tendance générale à la gauche déconstructionniste, ce qu'on appelle aujourd'hui les woke, pour emprunter le vocabulaire américain, c'est-à-dire ceux qui ne parlent que de race, d'appropriation et d'expropriation culturelle, etc., etc. Oui, je crois avoir déjà pratiquement répondu à la question. Hein. Oui, si par gauche vous entendez déconstruction, c'est extrêmement clair. Bien sûr, hein, cette déconstruction, on est bien d'accord sur les deux domaines particuliers, il y a l'antiracisme
Tout à fait. le patriarcat. Hein. Bon, il s'agit tout à fait de cela. La position dans laquelle je me suis progressivement installé là-dessus, c'est quand même de commencer par dire qu'après tout, cette déconstruction, elle est dans une certaine mesure nécessaire et indispensable. Hein. C'est vrai qu'en matière de colonialisme, il y a eu tant d'atrocités et que le principe que la race blanche gouverne le monde entier, ça ne passe plus. Il faut revenir là-dessus, il faut y renoncer. Et c'est même tous les jours que je me surprends, je ne sais pas vous, à m'apercevoir de vieux réflexes que j'ai, autant sur la question patriarcat, en me disant ah ben tout compte fait, ça passe plus, c'est plus possible, c'est plus possible. Donc déconstruisons, désossons pour arriver à l'os. Mais une fois qu'on a déconstruit, est-ce qu'il ne restera rien? Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'on atteint le ground zéro? Et il est évident que si on atteint un ground zéro tel qu'il n'y a absolument plus de muscles, eh ben, on sera complètement impuissant à tous égards. Mais ce que je veux montrer justement de deux façons, c'est que nous n'en sommes pas là. Hein. Quand je disais sommes-nous à poil, la réponse est non. Hein, nous avons quand même un certain nombre de pensées et de penseurs et de racines historiques considérables sur lesquelles nous pouvons nous fonder. Et puis, de toute façon, hein, c'est ce que j'ai essayé de montrer, les peuples, quels qu'ils soient, ont une certaine identité qui, après tout, leur a permis de vivre et d'arriver jusqu'à nous depuis 2000 ans et même depuis 100 000 ans. Donc, il serait complètement débile de prétendre couper toutes ces racines et de dire que tout ça ne vaut rien. On voit bien que ça n'a aucun sens, alors même que c'est à tout ce passé que nous devons d'être là pour en parler. Donc il y a une absurdité dans les termes et une entreprise critique, au meilleur sens du terme, qui consiste à évaluer sur quelle base on peut reconstruire. C'est bien joli de déconstruire, mais il faut bien conserver des racines. Pas besoin de développer la métaphore agricole pour comprendre qu'une plante ne peut pas se développer sans racines. Leroux le disait magnifiquement, et un peuple, idem. Donc je crois qu'on va sûrement s'entendre dans des truismes pareils et qu'il est bien triste d'avoir à rappeler. J'aimerais vous interroger, ça c'est par passion personnelle pour un personnage, sur la vision que vous avez de quelqu'un qui est un peu extérieur à cette histoire, mais est-ce que pour vous, on peut l'y raccrocher d'une manière ou d'une autre, qui est Blanqui? Alors, il me semble que je ne connais pas très, très bien Blanqui, hein, mais je sais que Pierre Leroux ne l'estimait pas beaucoup. Blanqui est une personnalité tout à fait héroïque, évidemment, qui a passé les 3/4 de sa vie en prison, a manigancé d'autres coups d'État qui ont tous échoué tragiquement, qui n'ont donné, autrement dit, le résultat, et non pas zéro, mais beaucoup moins que zéro, parce que chacun des coups d'État, ou des tentatives plutôt, et Dieu sait qu'il y en a eu hein, pendant toute la première moitié du XIXe siècle. 1830 a été une révolution libérale réussie, mais 1832, je ne crois pas que Blanqui s'en soit déjà mêlé, il y a eu 300 morts pour rien du tout. Ça a recommencé en 1934. Alors Blanqui a fait un putsch avec un certain Bernard, je crois, en 1939. Bon, il a pris je ne sais pas combien d'années au Mont-Saint-Michel, etc. Il y avait Barbès, ces gars-là étaient absolument fantastiques et héroïques, mais ça ne marchait pas. L'idée, c'était justement, alors ce n'était peut-être pas quelques intellos, mais c'était quelques activistes. Hein. Allez, prendre l'hôtel de ville, et sans doute le peuple de Paris allait suivre, et la France entière, et on allait instaurer le communisme, et enfin, on serait heureux. Bon, mais je dirais, c'est d'une naïveté extraordinaire. Et c'est totalement contre-productif parce qu'évidemment, la France entière vote pour la réaction dès le lendemain. C'est systématique. Donc, vous voyez qu'a priori, je n'ai pas tellement d'estime pour Blanqui. Dernier point, pour vous, là, si vous voulez, on va être sur d'autres discussions. Les deux auteurs qui sont morts les derniers, ils sont tous les deux morts en 13-14, c'est Jaurès, Péguy. Pour vous, y a-t-il un ou plusieurs héritiers postérieurs? On a cité Mauss, y en aurait-il d'autres qui vous apparaissent, disons, de ce courant socialiste républicain?
jusqu'à nos jours. Est-ce que vous voyez quelqu'un dans la pensée ou dans le système politique? Alors, j'ai cité Mauss, c'est à la fois extrêmement important, mais un peu à la marge de nos questions, parce que c'est vraiment des questions d'anthropologie. Encore que si on reprenait la dernière page de l'essai sur le don, Mauss arbitre très bien en disant que à l'avenir, il ne faudra pas être trop individualiste, mais pas trop socialiste organisateur non plus. Et il indique des voies, et il avait d'ailleurs fait quand même, c'est beaucoup moins connu, une critique du bolchevisme très intéressante. Il était bienveillant au début sur la révolution soviétique, mais je crois qu'il n'a pas attendu plus de 2 ou 3 ans pour montrer que ça ne marchait pas du tout, pour différentes raisons, mais notamment parce qu'on avait commencé par ravager les structures, peut-être ça s'appelle des mires, villageoises dans lesquelles les paysans avaient l'habitude de vivre et s'organiser. On a balayé tout ça et on n'a rien pu reconstruire de propre là-dessus. Bon, moi, sur l'histoire du XXe siècle, je n'ai pas grand-chose à dire, mais mon père, lui, mettait beaucoup de foi en De Gaulle. Il insistait sur le fait que De Gaulle était un disciple de Péguy, et c'est vrai que De Gaulle, qui appartient à la vieille tradition catholique, a aussi trouvé beaucoup à se nourrir de Péguy. Il disait qu'il lisait tout ce qu'il pouvait du tomber sur la main de Péguy. Alors c'est assez amusant parce que mon père était très maréchaliste pendant la guerre. Et puis, progressivement, il est devenu gaulliste, non pas en 1940, ni même 1945, mais en 1958. Donc, après l'affaire de l'Algérie, alors que les intellectuels français, majoritairement, c'est le contraire. Ils sont devenus anti-gaullistes à partir de 1958 en disant que c'était un dictateur qui prenait le pouvoir chez nous. Donc, et mon père a même écrit un ouvrage qui met en relation Leroux, Péguy, De Gaulle. Voilà, il avait 3 saints, S-A-I-N-T-S, Leroux, Péguy, De Gaulle. Voilà, je ne développerai pas beaucoup plus. Je vous renvoie à son livre, à notre livre, où ces idées sont un peu plus développées. Je vous remercie beaucoup. Je vais rappeler les références donc de l'ouvrage qu'on traitait aujourd'hui. Si vous pouvez le refaire voir à l'image. Merci beaucoup. Les esprits fraternels, l'héritage perdu du socialisme républicain, anthologie des travaux de Jacques Viard. Vous aurez tous les liens en description. Également, n'hésitez pas à aider le Cercle Aristote, page Tipeee ou page de dons. Vous aurez également les liens vers certains des ouvrages que nous avons cités dans cette discussion. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre temps, monsieur, d'être venu échanger avec nous. Et je pense que beaucoup de mes jeunes trouveront à rebondir sur notre discussion. Bon, mais croyez qu'un auteur est toujours, surtout quand il a quelques convictions, comme c'est mon cas, toujours grand plaisir à pouvoir les exprimer. Donc, les remerciements sont bien réciproques. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.